Un long chemin à parcourir. Tome 5. Soussou et la communauté des cactus. Écrit par Soraya Ahmed. Lu par Soraya Ahmed. Préambule. Il existe au centre de la Terre une peuplade d'êtres vivants. Une peuplade d'êtres d'une intelligence avancée, vivant en paix et dans l'abondance depuis des millénaires. Un jour, à la surface de la Terre, un homme au grand cœur, Konpanem, découvrit un trou causé par un tremblement de terre. Il eut la grande curiosité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce trou. Après des jours et des jours passés à descendre et descendre dans le noir absolu, une lumière l'éblouit, une lumière qu'il n'avait encore jamais vue, quelque peu effrayante. Il s'en évanouit. En se réveillant, il se retrouva dans un monde qu'il ne connaissait pas. Un monde peuplé d'êtres sublimes, l'inondant de bonté et d'amour. Il croyait rêver. Un être sublime de cette peuplade, prénommé Chal, fut conquise par cet homme. De leur union est né Soussou. Un jour, Soussou fut redéployé parmi les êtres de la surface de la terre. Animée par la curiosité de son géniteur et le courage de sa génitrice, elle avance au gré de diverses aventures afin de comprendre ce monde-là et le chemin à parcourir aux habitants de la terre pour devenir la peuplade d'intelligence et de paix qu'ils incarnent. Un chien haletant. Il tire toute la force de son être pour lever la tête et me regarder, puis poursuit son chemin, langue pendante et dégoulinante. Je dégouline aussi et poursuis mon chemin à mon tour. Je dégouline du dos, je dégouline du front, je dégouline du torse et je saigne du tibia droit. Je n'ai que pour seul horizon le bitume brûlant duquel se dégagent des mirages ondulants. À mes côtés, c'est le règne suprême des cactus. Des petits, des moyens et même des grands. Ils ont l'air de bien s'accommoder à ce climat hargneux, eux. Des lézards se prélassent au soleil, étalés sur des rochers sur lesquels ils absorbent la chaleur. Ils ne me remarquent même pas. Je continue à dégouliner, maison sur le dos. Je regarde ces cactus. Ils ont l'air en forme. Ils arrivent à tolérer des températures très élevées et pour certaines espèces jusqu'à 70 degrés. Ils peuvent même orienter leur sommet vers le soleil pour éviter de trop s'exposer aux rayons de ce dernier et beaucoup d'entre eux sont protégés par une dense couverture d'épines dodues. Ils arrivent aussi à respirer par la tige car n'ont pas de feuilles. À cet instant, j'aimerais bien être un cactus, stocker toute l'eau dont j'ai besoin au sein de mon corps et avoir plein d'épines pour me protéger du soleil. Mais ce n'est pas le cas, je ne suis pas un cactus. Toute l'eau dégouline de partout. Je saigne du tibia droit. Voilà plusieurs jours que je marche sur cette route désertée d'objets roulants et d'êtres rampants. Aucun n'a le courage d'y passer. Ceux qui s'y sont risqués ont vu leurs pneus fondre au fil des allées, laissant de longues coulées noirâtres impossibles à identifier. Les êtres vivants ont déserté cet endroit. Un lieu où l'on risque de se dessécher à tout instant. Cet endroit où seuls les plus coriaces survivent. Cet endroit où l'adaptation est à son apogée. Après plusieurs milliers de mètres péniblement arrachés, je sens que j'ai besoin d'une pause hydratante au risque de me transformer en matière organique desséchée. En sortant la dernière bouteille qu'il me reste, je remarque qu'il n'en sort plus qu'un timide filet d'eau. 13. Au total,
13 gouttes s'y échappent pour atterrir sur ma langue pendouillante. J'espère ne pas m'assécher et abandonner ma carcasse au bonheur des charognards alentour. Il me reste des réserves que mon instinct de survie met à disposition. Au gré de ma pénible avancée, je commence à penser à des chutes d'eau. Je pense à des chutes d'eau qui alimentent langoureusement une fontaine énorme de laquelle ressortent des jets d'eau. Ce n'est pas tout. Au pied de ces jets d'eau, une rivière scintillante de fraîcheur. De l'eau, partout. De l'eau abondante. Je saigne du tibia droit. Un paradis perdu. De l'eau. Il y en a en abondance sur cette terre et même ailleurs. Et s'il n'y en avait pas, existerions-nous ? Peut-être pas sous cette forme, puisque certains disent que le corps physique d'un humain adulte est constitué d'environ 65% d'eau, ou même plus. Je pense à cette saveur exquise et parfumée. J'en rêve, j'en crève. Je pense à des chutes d'eau et, petit à petit, les images de ma pensée qu'accompagnent toutes ces sensations commencent à lentement prendre forme. Je ne les perçois plus dans mes pensées, mais bel et bien à travers des yeux. Les images mentales se confondent petit à petit avec cette réalité physique. Existe-t-il une différence ? Sans doute. Dorénavant, je vois ces chutes d'eau aussi réelles que des cactus à l'allure fière. Il me semble que c'est un mirage, une illusion d'optique qui fait apparaître un objet dans un lieu où il n'y en a pas. Mais tout a l'air pourtant si réel. Je veux y croire. Ah, sacré mirage, jeté à l'œil pour ne plus que tu me dupes. Tiens donc, au beau milieu de mes pensées hydriques, je crois apercevoir un changement soudain de paysage. C'est certainement encore un mirage qui me joue des tours. Une colline verdoyante, peuplée d'une grande verdure, elle aussi verdoyante. Arbres, plantes, herbes, feuilles, aussi ravissants les uns que les autres. Ce mirage est truffé de malice. Il a l'air si réel en plus. Je m'avance, toujours sur cette route hostile à la vie. Plus j'avance, plus cette colline se rapproche. Je saigne du tibia droit. Eh bien, c'est un sacré mirage persistant, celui-là, et en plus si réel. J'avance, la colline aussi. Elle avance. Mais est-ce vraiment un mirage ? Et si c'était une vraie colline ? Et si ce n'était pas un mirage ? Plus j'avance vers cette colline, et plus je suis persuadée que ce n'est pas un mirage. Encore quelques dizaines de mètres et j'en aurai le cœur net. Quelques jours plus tard. Bonjour Soussou, as-tu passé une agréable nuit ? Me demande cette grande brune aux yeux noisettes. Très agréable, je te remercie. Nous rejoignons le groupe qui nous attend en cercle pour le chant matinal ainsi que les consignes du jour. Nous nous aimons car nous sommes l'unité, l'unité unifiée. Nous nous aimons, et nous le montrons. Après
Après avoir chanté en montrant ses dents, tout le monde se tait maintenant en attendant que Sahel s'exprime. Tous les visages sont tournés vers lui. Bon, j'ai besoin de 5 personnes avec moi pour la mise en place du nouvel enclos. Ensuite, 3 pour le rangement de la réserve et 4 pour le nettoyage des marches de l'entrée. Bien sûr, comme d'habitude, il en faudra aussi pour les tâches quotidiennes. Préparation des repas, nettoyage des parties communes et entretien du potager et des animaux. Pendant que chacun choisit ses tâches, je choisis le nettoyage des marches de l'entrée. Me voilà au sein de la communauté des cactus depuis quelques jours et j'ai une sensation étrange. L'étrange sensation que quelque chose ne tourne pas rond. Je me trouve avec la grande brune aux yeux noisettes pour le nettoyage des escaliers. Je saigne du tibia droit. Sima, sais-tu pourquoi nous arrachons des herbes ici ? Demandai-je. Eh bien pour nettoyer les escaliers, comme l'a dit Sahel. Ah bon ? Nettoyer les escaliers ? Mais pourquoi ? L'herbe est-elle sale ? Eh bien, disons que ce n'est pas esthétique. Ah ? De l'herbe peut-elle être moche ? Sima s'arrête d'arracher l'herbe durant quelques secondes. Elle me regarde, puis regarde l'herbe quelques secondes de plus. Elle ne veut plus me parler et continue à arracher l'herbe, mais plus brutalement encore. Je pense que je l'ai froissée. J'ai fini ma tâche plus tôt que prévu, donc je vais voir si je peux aider une autre personne à accomplir la sienne. Je vois Lénie. Lénie ajuste la grille. Lénie, as-tu besoin d'aide ? J'ai fini ma tâche, donc je viens voir si tu as besoin d'un coup de main. Ah oui ? Ça tombe bien, dit Lénie. J'aurais besoin de poser des piquets à cet endroit. Lénie ne parle pas beaucoup. Il observe. J'ai l'impression qu'il sait des choses. Je rejoins maintenant Loufa et Ria. Je saigne du tibia droit. Elles aménagent un dortoir pour les prochains invités attendus dans quelques jours. Les filles, je viens vous donner un coup de main, leur dis-je. Nous ne savons pas comment aménager les lits. Nous allons demander à Sahel pour voir ce qu'il en pense, dit Ria. Je ne pense pas que nous ayons besoin de demander à Sahel. Ce n'est pas bien compliqué d'aménager une salle. Nous pouvons trouver une solution par nous-mêmes, non ? dis-je. Oui, mais Sahel risque de ne pas être satisfait, me dit Loufa, les yeux remplis de crainte. Satisfait ? demandai-je tout étonnée. Ben oui, car Sahel, c'est tout. C'est grâce à lui que cette communauté existe. Nous ne devons pas le décevoir. Quoi ? Comment ça, Sahel, c'est tout ? Quel être humain sur Terre peut tout savoir ? Et puis, regardez, ce lieu existe aussi grâce à vous. Ne sommes-nous pas capables de trouver des solutions par nous-mêmes ? Qui est ce Sahel pour vous ? Et vous ? Qui êtes-vous ? Sahel est magnifique ! Tu n'as pas le droit de dire ça ! Je n'ai pas le droit de dire ça. Mais que se passe-t-il ici ? Qui est ce Sahel ? Pourquoi se fit-il tant à lui ? Je ne comprends pas et persiste à croire que quelque chose ne tourne pas rond. C'est maintenant le moment de nous rassembler pour le repas. Les grandes tables sont déjà mises et décorées de divers mets, aussi appétissants les uns que les autres. C'est une pause bien méritée après toutes les tâches accomplies de la matinée. Chacun discute de choses et d'autres à table. Des chats rôdent pour pouvoir attraper quelques restes. Ah. Voilà Sahel qui arrive et se met à une place seule à une table. Il est déjà servi. Je décide de me poser à la même table que lui. À ce moment-là, j'entends une voix qui me dit
Ah non, hein, tu ne peux pas te mettre là. C'est la table de Sahel. Je me retourne, et c'est une femme qui se tient devant moi. Je ne l'avais pas vue avant. Elle a de longs cheveux noirs et lisses qui tombent le long des épaules. Ses vêtements amples et colorés font disharmonie avec son regard sombre et froid. « Ah, je suis Soussou. Bonjour. » Très bien, Soussou. Alors, je te répète que tu ne peux pas t'asseoir ici, car c'est Sahel qui décide des personnes qui se mettent à sa table, me dit-elle d'un ton sec et glacial. Quoi? Mais comment ça, c'est lui qui décide de ça? Je pensais que vous étiez une communauté équilibrée où tous seraient considérés de la même manière. Qui est-il, lui, pour décider ce que les autres ont à faire ou pas? Sa respiration s'accélère, laissant sa poitrine faire des va-et-vient de plus en plus rythmés. Elle ne sait plus quoi faire ni comment se comporter, et je sens qu'elle essaye de trouver une solution, une échappatoire. Et une solution à quoi? Une réponse à quoi? Pourquoi se met-elle dans cet état? D'un geste brusque, elle pousse la chaise qui se trouve sur ma gauche et fait demi-tour d'un pas énergique. Tous les yeux me braquent. Les bouches arrêtent de mastiquer. Un objet en métal tombe, c'est une cuillère. Je dirige mon regard vers Sahel. Il me regarde, je le regarde. Je le regarde, il me regarde. Ah, ça y est, je sais. Je sais qui est ce Sahel. Je sais qui il est. Et il sait. Il sait que je sais qui il est. Il sait que je sais. Son masque devient soudain transparent. Je l'ai démasqué. Il tourne son regard et continue tranquillement son repas. La vie dans la communauté des cactus reprend son cours et je continue à saigner du tibia droit. Chacun vacant à ses occupations. Tout est bien organisé et chacun est à sa place, consciemment ou inconsciemment. Arrive le moment des prières du soir. Je suis le groupe qui se dirige vers la colline la plus proche. Sima m'évite. Lénie me guette. Loufa et Ria se méfient. Il règne pendant la marche une atmosphère étrange, un climat quelque peu solennel et pesant. Les cactus ne prêtent guère attention à notre passage. Chacun est dans son monde. Un groupe dans lequel chacun est seul. Nous arrivons au lieu des prières. Je me demande quel genre de prières sont pratiquées ici. J'affine ma curiosité et ma soif d'apprendre en faisant comme le groupe. La façade du lieu des prières ressemble à une petite boîte encimentée peinte en jaune ocré. Le soleil couchant lui donne une couleur virant à l'oranger. Nous y pénétrons un par un en retirant nos chaussures. En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de le faire puisque je suis déjà déchaussée. Il y a des images de personnages sur des tableaux et un tas de bougies aux flammes dansantes. Il y a même de petits bâtons fumants très odorants. Tout le monde a l'air sérieux et grave. À tour de rôle, nous pénétrons dans la salle des prières, tous déchaussés. C'est une salle aux couleurs chaudes. Orange, rouge, jaune, rose. Il y a des poufs entassés les uns sur les autres dans un coin et en face, un meuble sur lequel sont posés un tableau, quelques bougies et un petit pot. Il y en a qui vont directement vers ce meuble, mettent quelque chose dans le petit pot, puis abaissent leur torse vers la photo en joignant les paumes de leurs mains vers la poitrine. D'autres prennent un des poufs ou des coussins puis le posent à terre. Je m'assois aussi. Mon regard se dirige vers le tableau. Il est très coloré. En son centre, il y a une femme assise en tailleur.
Son visage est agréable et de face. Elle est brune. 2 autres de ses visages sont du côté droit de sa tête et 2 autres du côté gauche. Ce personnage porte un objet dans chacune de ses 10 mains, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Chaque objet doit certainement symboliser quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je saigne du tibia droit. L'un des membres de la communauté me tend une sorte de livret sur lequel sont notées quelques phrases. Je fronce les sourcils en signe d'incompréhension. Il me dit que ce sont les paroles des chants au cas où je ne les connaisse pas par cœur. Les chants de prière commencent. क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो Je n'ai rien compris. Le son était harmonieux, mais je n'ai rien compris. En sortant, nous sommes sur le chemin du retour. Je m'approche de Sima. Elle m'évite toujours. Loufa et Ria se méfient encore de ma présence. Je suis intriguée. Je ne sais pas qui est cette dame sur le tableau en face de qui les gens prient, et je ne sais pas ce que l'on raconte dans les chants de prière, puisque c'est une langue qui m'est inconnue. Je ne comprends rien, et cela m'intrigue. Et j'ai l'impression d'être la seule à être intriguée. Ça va, Soussou? Tu as l'air intriguée. C'est la voix de Lenny qui marchait à ma gauche. Il est très discret. Je ne l'avais pas senti. Oui, Lenny, ça va, merci, lui répondis-je. C'est vrai, je suis quelque peu intriguée. Qu'est-ce qui ne va pas, Soussou? Lenny, qui est cette femme à 5 visages et aux 10 bras sur le tableau de la salle des prières? Et que veulent dire les chants de prière? Quelle est cette langue? Pourquoi ne parle-t-on pas une langue connue de tous? Je ne comprends pas. Et pourquoi? Soussou, calme-toi, me répond Lenny en posant une main rassurante sur mon épaule gauche. Ne t'inquiète pas.
Tu trouveras tôt ou tard les réponses à toutes tes interrogations. Lenny s'en va. Il n'aime pas parler. Je sens toujours qu'il sait des choses. Je sens aussi qu'il est bienveillant. J'ai l'impression qu'il attend que je sois prête pour partager des choses avec moi. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas me donner toutes les clés pour que je puisse comprendre par moi-même. Je saigne du tibia droit. Oh, je ne comprends pas pourquoi prit-on une dame à 5 têtes et 10 bras. Qui l'a dessinée? D'où vient-elle? Est-ce leur dieu? Leur idole? Et les objets dans chacune de ses mains, à quoi servent-ils? Je ne comprends pas pourquoi ne prit-on pas dans une langue connue de tous. Quelle est cette langue que j'ignore? Qui est cette dame à 5 têtes et 10 bras? Sima est surprise par ma présence dans la cuisine commune et encore plus par ma question. Elle coupe un oignon violet en petites dés sur une table en bois. Eh bien, c'est Sadashiva. Tu ne connais pas l'Éternel propice? Ah, je ne la connais pas. Comment en as-tu entendu parler? Eh bien, c'est grâce à Sahel. Il sait tout, il nous transmet son savoir. Grâce à lui, notre âme sera sauvée. Quoi? Je ne comprends pas, m'étonnai-je de cette réponse. Il a appris tout cela lors d'un voyage en Inde et est revenu avec toute cette belle expérience et révélation qu'il a eue. Ah, c'est donc de cette terre que vient cette langue que je méconnais. Moi non plus, je ne la connaissais pas et je l'ai découverte grâce à Sahel, me répond Sima, les yeux remplis d'émotion. Cela confirme ce que je pensais de ce Sahel. Je m'avance vers Sima, la regarde droit dans les yeux et lui dis « Regarde-moi, Sima. » Quoi? Au fond de toi, Sima, crois-tu vraiment ce Sahel? Crois-tu vraiment que c'est le chemin que tu dois emprunter? Ne sens-tu pas qu'il se passe quelque chose ici, Sima? Es-tu sûre de ce chemin? As-tu utilisé ton bon sens, ton cœur, ton discernement? Mais, répond Sima d'une voix larmoyante, il vous manipule, il vous contrôle, il attire ici les âmes en perdition, leur faisant croire à une famille sécurisante, à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la vanité. Il veut créer son royaume où seul lui sera le roi, où seul lui dominera. Vous êtes ses esclaves. Vous travaillez pour lui, pour la création pyramidale de son royaume. Je l'ai vu dans son regard. Il n'a pas de bonnes intentions envers vous. Je sais qu'au fond tu le sais, Sima, mais tu te voiles la face. Tu te voiles la face car tu ne sais pas quoi faire d'autre et à quoi t'accrocher. Pourquoi me dis-tu cela, Soussou? Me dit Sima, les yeux humides et la voix basse et tremblante. Parce que c'est ce que je vois. Sima, si tu ne sais pas où tu vas, eh bien cherche en toi. Dirige-toi vers les profondeurs du silence, car c'est là que tu trouveras les réponses. Sima s'enfuit en sanglotant. Encore une supercherie de plus. Je le savais. Certains jouissent du pouvoir qu'ils peuvent exercer sur des esprits fragiles. Ils détournent des messages sacrés sans aucun scrupule. Ils aiment dominer pour se sentir forts, puissants. Une jouissance éclaboussant toute la pureté entourant les êtres. Une exaltation de ses instincts les plus bas sous un masque angélique. Ils ont besoin d'un chef, d'un guide, même s'il les fait perdre, les emmener loin d'eux. Ils ont besoin d'être dirigés, même si cela les éloigne de leur chemin. Ils ne veulent explorer rien d'autre que le seul schéma de domination qu'ils reproduisent.
Ah, que dois-je faire? Je ne peux rester à cet endroit. Je le sais. Je le sens. Un royaume d'aveugles se construit sous mes yeux. Un royaume de déracinés, sans identité, prêt à tout accepter. Un royaume de supercherie, de mensonges. Un royaume où le gourou n'est autre qu'un fourbe au service de son intérêt mondain. Quoi de plus facile que de manipuler les âmes en perdition, de contrôler les esprits de ceux n'ayant aucun principe, aucune famille, aucune attache. Une communauté au sein de laquelle les décisions seraient prises en commun? Mirage. Une communauté au sein de laquelle chacun serait respecté à sa juste valeur? Mirage. Une communauté au sein de laquelle les affects n'auraient pas leur place? Mirage. Une communauté au sein de laquelle les faux semblants n'auraient pas leur place? Mirage. Ça y est, c'est décidé. Lors de notre prochaine réunion, j'annoncerai mon départ. C'est décidé. Je saigne du tibia droit. En me dirigeant vers l'endroit de la réunion, je vois Sima. Elle s'approche de moi. Tu as raison, Soussou. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici, me dit-elle en me regardant dans les yeux. Ah? Nous avons peur. Nous cherchons des réponses. Des réponses à quoi, Sima? Eh bien, des réponses à ce que l'on ressent. Un sens à la vie. Un sens à la vie? Oui, me dit-elle. Et tu penses que c'est ça, elle, qui te donnera le sens de ta vie? Nous devons faire quelque chose, je le sais, balbutie-t-elle. Elle s'arrête quelques secondes et baisse les yeux. Je sens sa respiration qui s'accélère de plus en plus jusqu'à émettre des sanglots, de petits sanglots étouffés. Soussou, aide-nous, je ne sais pas quoi faire. Aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Sima pleure. Elle pleure à chaudes larmes en cachant son visage comme si la honte la submergeait. Je prends ses deux mains et les décolle lentement de son visage. Elle me regarde. Ses yeux se sont transformés en une grande mer au passage d'un orage dévastateur. Sima, je t'en prie, calme-toi et écoute-moi. Sima continue à me regarder. Ses yeux, toujours de couleur noisette, se sont désemplis de larmes mais tremblent encore. Sima, nous avons la chance d'avoir le choix de nos actions et même le choix de nos pensées. Ce sont de grands trésors qui nous ont été donnés. Le choix et la responsabilité de nos choix. Seul toi peux te connaître et tracer ainsi les bordures de ton chemin. Peut-être un chemin fluide et régulier, ou peut-être un chemin semé d'embûches et d'obstacles. Ces embûches et obstacles ont une signification. À toi d'y attarder et d'en dégager la poussière qui s'y est agglutinée ou de les franchir. Aide-toi toi-même, Sima, et tout te reviendra. À toi de décider entre les mains de qui veux-tu laisser ta vie. Sima me regarde toujours. Elle me sourit, les yeux toujours aussi humides. D'un geste désinvolte, elle se jette sur moi et me serre dans ses bras. Je sens toute sa petite force. Je sens toute la sincérité de son geste aussi vrai que profond. Elle s'éloigne maintenant et nous nous dirigeons vers l'endroit de la fameuse réunion dont nous avons certainement raté le début. Quelques heures après la réunion, je saigne toujours et m'apprête à m'en aller vers un autre sentier d'aventure.
Ah, je viens de quitter la communauté des cactus moisis. Au bout de quelques centaines de mètres, j'ai une sensation étrange une nouvelle fois. Ce n'est pas la même sensation perçue pendant que j'étais au sein de la communauté, non, ce n'est pas la même. Mon cœur commence à s'emballer et une chaleur me monte à la tête progressivement. Que m'arrive-t-il ? Durant l'espace d'une infinitésimale seconde, je sens une chose qui m'agrippe le bras gauche très violemment et me fait faire un tour express de 180 degrés. Tu crois t'échapper d'ici indemne, petite sotte ? Je me trouve nez à nez avec Sahel. Sahel est en face de moi. Il a failli m'arracher le bras en me retournant aussi vite. Je ne l'avais pas du tout entendu arriver derrière moi. Sahel est plus grand que moi. Il me dévisage d'un regard noir. Il commence à s'agiter. Il montre son vrai visage. Tu m'as fait mal, Sahel, en me retournant de la sorte. Tu ne pouvais pas simplement m'appeler ? De plus, de quel droit me traites-tu de sotte ? Qui es-tu ? Pour qui te prends-tu ? Tais-toi ! Hurle-t-il. Personne ne me parle sur ce ton, tu m'entends ? Personne ! C'est la première fois que je vois Sahel dans cet état. Son visage est envahi par une couleur rouge rosée. Ses yeux sont froncés et chacun de ses cheveux se livre une bataille sanglante les uns envers les autres. Sahel a peur. Sahel, l'apprenti gourou, a peur. Il a peur que son royaume s'effondre, car il se sent en danger. Ce n'est pas une moins que rien de ton espèce qui entravera mes projets. Par ta faute, certains veulent partir de la communauté et montent les autres contre moi. Tu ne t'en sortiras pas indemne, crois-moi, petite Soussou. Tu vas me le payer très cher. Oh, désolé Sahel, mais tu ne fais pas peur du tout, lui répondis-je en souriant. Je suis très contente que certains se rendent compte de tes intentions malveillantes. Tu n'es qu'une sotte, et tu devras disparaître. Sahel sort une immense épée cachée derrière son dos. Oui, une épée. Tu dois disparaître. Au moment où il brandit de son bras droit, son élan se trouve totalement stoppé. Des aboiements affolants surgissent de toutes parts. À ses pieds, 2 immenses chiens noirs et 2 autres blancs aboient et grognent sur Sahel. Ils aboient et montrent leurs crocs. Ils semblent prêts à lui sauter dessus, et pas pour lui faire des câlins. Sahel ne sait plus quoi faire. Il est paralysé. Il recule, le regard effrayé. L'un d'eux arrête d'aboyer, se détache des autres et se dirige vers moi. Il s'approche de mes pieds. Il me lèche 4 fois le tibia droit au niveau de mes saignements, puis me regarde. Je crois bien qu'il me dit de m'en aller. Je m'en vais enfin de là en empruntant le chemin de libération des cactus. Au beau milieu des crocs blancs et aboiements, je déserte enfin le royaume du faux que je viens de faire effondrer. Je suis sereine. Je pense au devenir de ce faux Sahel aux multiples facettes, et même à ces chiens qui m'ont sauvée. Oui, ils m'ont sauvée de la tranchante épée de ce Sahel. Je marche au beau milieu des cactus et me demande quel mirage sera donc au rendez-vous de mon départ cette fois-ci. Après plusieurs mètres accomplis au sein de ce paysage authentiquement sauvage et verdoyant de cactus, il me semble avoir entendu un bruit venant de ma droite. Bon, peut-être est-ce juste une cohorte de lézards s'échappant à ma venue. Oh, ce ne sont donc pas des lézards, mais une silhouette humaine. Une silhouette on ne peut plus humaine. Je fronce les yeux afin de me défaire de la puissance des rayons du soleil qui m'empêchent de bien cerner la véracité de ce que je perçois. Cette silhouette me paraît de plus en plus claire
et même familière. Lenny? Oui, c'est bien Lenny. Mais que fait-il là? D'où est-il venu, sortant de ce cactus? À ses pieds, d'autres silhouettes. Des chiens! Mais ce sont les chiens de tout à l'heure qui m'ont sauvé de l'épée de Sahel. Ils sont avec Lenny. Mais si je comprends bien, c'est Lenny qui a envoyé ses chiens pour me sauver. Je savais que Lenny faisait partie des justes. Je le savais. J'accélère le pas en leur direction et je perçois le visage de Lenny. Il sourit, me fait un clin d'œil puis disparaît. Il s'est volatilisé, lui et les 4 chiens qui l'entouraient. Était-ce un mirage? Je ne sais pas, et je continue mon avancée vers d'autres contrées. Je ne saigne plus du tibia droit. Fin. C'était un long chemin à parcourir. Tome 5. Soussou et la communauté des cactus. Écrit par Soraya Ahmeg, lu par Soraya Ahmeg.